Le premier bruit dans la chambre d'accouchement royale ne fut pas le cri de joie d'un prince nouveau-né. C'était un cri d'horreur collectif et étouffé. Après des mois de prières désespérées à travers l'Empire espagnol, un héritier était enfin arrivé, mais l'enfant présenté à la cour portait le poids visible de sa lignée. Un silence stupéfait s'abattit sur les médecins et les nobles en constatant les traits sévères et caractéristiques des Habsbourg, désormais amplifiés à un degré inquiétant. Il s'agissait de Charles II, dernier espoir de la dynastie la plus puissante du monde. Pourtant, son emprise sur la vie semblait aussi fragile qu'une bougie vacillante. Il murmurait des malédictions et des châtiments divins, mais la réponse n'était pas surnaturelle. C'était un fait biologique simple et terrifiant, caché dans l'arbre généalogique royal, à la vue de tout un fait défini par une seule et unique relation dévastatrice. Le père du garçon était aussi l'oncle de sa mère. Mais comment le destin d'un empire mondial a-t-il pu reposer sur les épaules d'un enfant si génétiquement déficient qu'il n'était pas censé survivre à cette nuit? Pour comprendre cette tragédie royale, il faut démêler l'arbre généalogique des Habsbourg, un document de pouvoir doré qui, génération après génération, est devenu le symbole de sa propre destruction. Commençons d'abord par le moment qui scella le destin de l'Europe. Philippe IV, contemplant sa propre nièce, se dit « une épouse idéale ». Nous étions en 1649, et la cour royale espagnole se préparait à ce qu'elle appelait l'union la plus bénie de la chrétienté. La mariée, Marianne d'Autriche, avait 14 ans, tremblante dans une robe plus lourde qu'elle. Le marié, Philippe IV, était son oncle, le frère de sa mère et, à 44 ans, avait déjà enterré sa première femme et la plupart de ses enfants. Ce que la plupart des gens ignorent, il ne s'agissait pas d'un ultime recours désespéré. C'était le plan depuis le début. La cérémonie de mariage au Palais Royal de Madrid fut un spectacle de déni drapé de soie et d'or. 7000 bougies illuminaient des tapisseries représentant les précédents mariages des Habsbourg, oncle et nièce, cousin germain et cousin germain, double cousin germain entre eux. L'archevêque de Tolède bénit l'union par une dispense papale spéciale qui disait en substance « Dieu approuve totalement vos mariages avec vos parents consanguins, pourvu que vous soyez de sang royal ». L'ironie du sort? La même église qui brûlait vif les paysans pour adultère sanctifiait littéralement l'inceste avec de l'eau bénite et de l'encens. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Les analyses génétiques modernes révèlent que Philippe et Marianne partageaient plus d'ADN que la plupart des relations parents-enfants. Ils n'étaient pas seulement oncle et nièce, ils étaient le fruit de générations de consanguinité qui avaient déjà comprimé le patrimoine génétique des Habsbourg en une véritable mare génétique. Les parents de Philippe étaient cousins germains. Ceux de Mariana étaient cousins germains. Leurs grands-parents étaient également apparentés, seulement depuis 4 générations. Les mêmes personnes apparaissaient plusieurs fois dans les deux arbres généalogiques. Imaginez que vos retrouvailles familiales se résument à vous, vos parents et un miroir, c'est en substance ce qu'avaient créé les Habsbourg. Le plus cinglant, c'est qu'ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. La dynastie des Habsbourg avait fait de la consanguinité une politique officielle. Ils appelaient cela préserver la pureté du sang, mais en réalité, ils voulaient garder l'argent et le pouvoir au sein de la famille. Chaque mariage était littéralement un calcul politique où la santé génétique n'entrait même pas en ligne de compte. Philippe II avait épousé sa nièce. Philippe III avait épousé sa cousine germaine. Philippe IV épousait maintenant sa nièce. C'était systématique, intentionnel et approuvé par toutes les institutions importantes. Les médecins de la cour, qui auraient pu alerter sur les dangers, étaient payés pour garder le silence. Les responsables de l'Église, qui auraient dû s'y opposer, accordaient des dispenses. Les courtisans, témoins de la destruction génétique, étaient trop occupés à planifier leur propre mariage entre cousins pour gravir les échelons de la société. Les mariages oncle-nièce des Habsbourg avaient déjà produit des signes avant-coureurs ignorés de tous. Le mariage de Philippe II avec sa nièce Anne donna naissance à 5 enfants, dont un seul atteignit l'âge adulte. Ce survivant, Philippe III, était faible, indécis et présentait des signes évidents de fragilité génétique. Son fils, Philippe IV, avait déjà perdu la plupart de ses enfants à cause de maladies mystérieuses dont nous savons aujourd'hui qu'elles étaient génétiques. Mais au lieu de reconnaître le schéma, les Habsbourg redoublèrent d'efforts.
Il ne se contentait pas d'ignorer les preuves, il créait activement une catastrophe génétique à chaque nouvelle génération. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé ensuite. La nuit de noces elle-même est devenue une affaire d'État. Les protocoles judiciaires exigeaient des témoins pour garantir la consommation et imaginer des représentants du gouvernement planifiant et supervisant littéralement la création d'une catastrophe génétique. Mariana, 14 ans, élevée dès sa naissance dans la conviction qu'épouser son oncle était sa destinée divine, dut accomplir son devoir royal tout en sachant que la moitié de la cour l'écoutait de l'autre côté de la porte. 9 mois plus tard, elle donna naissance au premier d'une longue série d'enfants génétiquement compromis. Mais l'un de ces enfants allait devenir le symbole ultime de ce qui se produit lorsque le pouvoir s'auto-inféode, Charles II, le roi qui n'aurait pas dû exister. Imaginez si la famille royale d'aujourd'hui annonçait que le prince William épousait sa nièce pour préserver la pureté de leur lignée. L'indignation internationale serait immédiate. L'ONU interviendrait. Des généticiens tiendraient des conférences de presse d'urgence. Les services de protection de l'enfance défonceraient les portes du palais. Mais en 1649, ils organisèrent une fête qui dura 3 semaines. Des nobles de toute l'Europe envoyèrent leurs félicitations. Des poètes écrivirent des sonnets sur l'amour pur entre oncle et nièce. Des artistes peignirent des portraits en évitant soigneusement de montrer la réalité génétique déjà visible dans la mâchoire déformée et les yeux exorbités de Philippe. L'empire qui contrôlait la moitié du monde connu était en voie d'extinction, et tout le monde prétendait que c'était le plan de Dieu. Mais la véritable horreur ne résidait pas dans le mariage, mais dans ce qui en résulta 12 ans plus tard. Le 6 novembre 1661, les cris de la reine Mariana résonnèrent dans l'Alcazar royal. Mais ce ne furent pas les douleurs de l'accouchement qui terrifièrent les sages-femmes. La naissance d'un héritier royal aurait dû être un moment de célébration. Les canons étaient chargés, prêts à annoncer l'arrivée d'un futur roi. Les musiciens de la cour avaient préparé des fanfares triomphales. Des nobles étaient venus de tout l'Empire pour assister à l'histoire. Mais lorsque Charles émergea enfin après 2 jours d'un travail pénible, la sage-femme en chef fit quelque chose qui allait hanter la cour pendant des décennies, elle ne sourit pas. Au lieu de cela, elle enveloppa rapidement le bébé, les mains tremblantes, et murmura quelque chose au médecin traitant qui le fit pâlir visiblement. Le premier signe que quelque chose n'allait pas du tout était le silence. Les bébés en bonne santé pleurent pour prouver que leurs poumons fonctionnent. Charles ne pleurait pas. Il ne pouvait pas. Sa langue était si grosse qu'elle lui emplissait toute la bouche, rendant les sons normaux impossibles. Le plus troublant était sa tête, massive, difforme, avec une mâchoire si déformée qu'elle ne s'alignait pas avec le reste de son crâne. Ses yeux étaient exorbités. Mais attendez, il y a pire. Les notes privées du médecin découvertes des siècles plus tard décrivaient une créature qui ressemblait à peine à un nourrisson humain. Ce n'étaient pas les mots d'un observateur cruel, c'était l'avis médical professionnel d'un médecin qui avait mis au monde des centaines de bébés royaux. La réaction immédiate de la cour révéla l'effroyable psychologie de l'illusion royale. Au lieu de reconnaître l'évidente catastrophe génétique, elle lança une campagne de propagande qui rendrait jaloux les conseillers en communication moderne. L'annonce officielle déclara le prince robuste et parfait en tout point. Les courtisans qui avaient entrevu la réalité furent contraints au secret sous peine d'exil. Des artistes furent chargés de créer des portraits idéalisés d'un beau bébé, sans aucune ressemblance avec l'enfant réel luttant pour respirer dans la nurserie royale. Ce que la plupart des gens ignorent, la dissimulation a commencé dès la naissance. La sage-femme qui avait d'abord porté Charles a rompu le silence en avouant sur son lit de mort. Folie. Toutes les influences positives qui avaient contribué à stabiliser sa personnalité avaient soudainement disparu, le laissant à la dérive émotionnelle et psychologique. Dans son chagrin, Richard est devenu de plus en plus imprévisible et violent, s'en prenant à quiconque lui rappelait sa perte ou remettait en question ses décisions erratiques. L'atmosphère à la cour, harmonieuse du vivant d'Anne, se dégrada rapidement, laissant place à la peur et à la suspicion. Les chroniqueurs contemporains notèrent que l'apparence de Richard changea radicalement après la mort d'Anne. Le roi, toujours quelque peu vaniteux, devint obsédé par le maintien d'une apparence jeune. Niant le passage du temps et la réalité de sa perte,
il commença à se teindre les cheveux et à utiliser des cosmétiques d'une manière que ses contemporains trouvèrent dérangeante et peu virile, s'aliénant encore davantage la noblesse traditionnelle qui le considérait déjà avec suspicion. Les décisions politiques de Richard durant cette période devinrent de plus en plus arbitraires et autodestructrices. Il publia des proclamations royales fondées sur ses caprices personnels plutôt que sur la jurisprudence, semant la confusion et le ressentiment dans tout le royaume. Les cérémonies et coutumes traditionnelles furent modifiées au gré des préférences du moment, compromettant la stabilité nécessaire au fonctionnement de la société médiévale. L'équilibre délicat entre l'autorité royale et les privilèges de la noblesse, maintenu par ses prédécesseurs, fut systématiquement rompu. Ses relations avec le Parlement se détériorèrent radicalement, Richard considérant de plus en plus le corps législatif comme un obstacle à sa volonté divine plutôt que comme un partenaire de gouvernance. Il commença à ignorer les statuts parlementaires, à contourner les procédures juridiques traditionnelles et à gouverner par décret royal, d'une manière jugée à la fois illégale et tyrannique par ses sujets. Cette crise constitutionnelle allait finalement fournir à ses ennemis une justification légale pour contester son règne et le destituer. 2 ans après la mort d'Anne en 1396, Richard contracta un second mariage qui se révéla une nouvelle fois catastrophique. Il épousa Isabelle de Valois, fille du roi de France Charles VI, dans le cadre d'un traité de paix visant à mettre fin à la guerre de 100 ans. Cependant, Isabelle n'avait que 6 ans, ce qui rendait cette union purement politique et ne pouvait apporter à Richard ni soutien affectif ni stabilité dynastique à l'Angleterre grâce à un héritier. Le mariage avec Isabelle fut profondément impopulaire parmi la noblesse et le peuple anglais, et ce pour plusieurs raisons. La différence d'âge entre le roi trentenaire et sa jeune épouse était jugée inappropriée, même selon les critères médiévaux, ce qui soulevait des questions sur le jugement et la moralité de Richard. Ce mariage marquait également un tournant radical, la confrontation militaire avec la France se transformait en compromis diplomatique, ce que beaucoup considéraient comme une trahison des victoires remportées par Édouard III et le Prince Noir. Plus important encore, ce mariage démontra l'isolement croissant de Richard face aux réalités politiques anglaises et sa propension à privilégier ses intérêts personnels aux intérêts stratégiques du royaume. En s'alliant si étroitement à la France, Richard s'aliéna la noblesse anglaise traditionnelle, qui avait bâti richesse et pouvoir grâce à des campagnes militaires victorieuses contre les Français. Sa décision de restituer l'importante ville portuaire de Calais à la France, dans le cadre du contrat de mariage, fut perçue comme une concession particulièrement dévastatrice. Les ramifications politiques dépassèrent les préoccupations de politique étrangère. L'incapacité de Richard à engendrer un héritier grâce à cette union rendit la succession anglaise incertaine, créant une certaine instabilité et encourageant les factions nobles à faire valoir leurs propres revendications. Son cousin Henri Bolingbroke, fils de Jean de Gand, commença à émerger comme un dirigeant alternatif potentiel, d'autant plus que le comportement de Richard devenait plus erratique et que sa popularité déclinait auprès de la noblesse comme du peuple. Durant cette période, Richard prit la décision fatidique de s'entourer de jeunes courtisans ambitieux, devenus ses favoris. Ces hommes, parmi lesquels Robert d'Evreux, comte d'Oxford, et Michael de la Pole, comte de Suffolk, accédèrent à un pouvoir immense malgré leur manque d'expérience et de références nobles traditionnelles. Leur ascension rapide suscita le ressentiment des familles établies, qui estimaient que leurs privilèges traditionnels étaient usurpés par des parvenus indignes, qui gagnaient la faveur par la flatterie plutôt que par le mérite. Le favoritisme dont Richard fit preuve envers son entourage devint une source majeure d'instabilité politique, les nobles traditionnels se retrouvant exclus des décisions importantes et remplacés par des hommes qu'ils considéraient comme inférieurs par leur naissance, leur capacité et leur moralité. La générosité du roi envers ses favoris exaspéra particulièrement ceux qui avaient fidèlement servi la couronne pendant des générations, de vastes domaines, des charges lucratives et de précieux privilèges furent accordés aux nouveaux arrivants, tandis que les serviteurs de longue date étaient ignorés ou marginalisés. Cette redistribution du pouvoir et des richesses créa une dynamique dangereuse au sein de la noblesse anglaise, les familles traditionnelles commençant à comploter contre le roi et ses favoris. Des réunions secrètes se tenaient dans les grandes maisons du royaume, où les nobles mécontents discutaient de leurs griefs et envisageaient des mesures drastiques pour rétablir ce qu'ils considéraient comme le bon ordre social anglais. Les germes de la rébellion étaient semés,
nourri par la politique à courte vue de Richard et son incapacité à maintenir le fragile équilibre des intérêts qu'exigeait une royauté victorieuse. La situation atteignit un point critique lorsque plusieurs des oncles et cousins les plus puissants de Richard commencèrent à organiser une opposition formelle à son règne. Ces hommes, connus sous le nom de leur appelant, représentaient la vieille garde de la noblesse anglaise et possédaient l'expérience militaire, le pouvoir territorial et l'autorité traditionnelle nécessaires pour défier efficacement le roi. Leur rébellion reflétait de réelles inquiétudes quant à l'orientation du gouvernement et de la société anglaise sous la direction de plus en plus erratique de Richard. Le conflit entre Richard II et Henry Bolingbroke commença par une dispute successorale relativement mineure, mais dégénéra en une guerre civile généralisée qui coûta à Richard son trône et la vie. Henry Bolingbroke, futur Henri IV, était le fils de Jean de Gand et l'un des plus grands propriétaires terriens d'Angleterre. Ces vastes domaines lui fournissaient les ressources financières et les effectifs militaires nécessaires pour défier l'autorité royale si les circonstances l'exigeaient. Les débuts de la monarchie s'expliquaient par la paranoïa croissante de Richard face aux menaces potentielles et sa tendance à considérer toute indépendance de la noblesse comme une trahison. Henry Bolingbroke, commandant militaire accompli et figure populaire auprès de la noblesse et du peuple, représentait précisément l'alternative au pouvoir que Richard redoutait le plus. Contrairement au roi, qui évitait le service militaire et préférait le confort de la cour, Henri avait fait ses preuves au combat et acquis une réputation de compétence qui faisait de lui une alternative intéressante au règne erratique de Richard. Le point de rupture survint en 1398, lorsqu'un différend éclata entre Henry Bolingbroke et Thomas Mowbray, duc de Norfolk, suite à des accusations de trahison. Mowbray était accusé d'avoir répandu des rumeurs sur l'incompétence de Richard et de possibles projets de le destituer. Ne parvenant pas à résoudre leurs différends par les voies légales habituelles, les deux hommes demandèrent l'autorisation de régler l'affaire par un procès par combat, une méthode médiévale traditionnelle de détermination de la culpabilité par combat singulier. Richard avait initialement accepté que le procès par combat ait lieu. Mais au dernier moment, alors que les champions s'apprêtaient à s'engager dans un combat potentiellement mortel à Coventry, le roi intervint avec force et déclara que les deux hommes seraient exilés plutôt que autorisés à combattre. Cette décision fut perçue comme une preuve de la lâcheté de Richard et de son refus de laisser la justice anglaise traditionnelle suivre son cours, créant un dangereux précédent en démontrant la propension du roi à outrepasser les procédures légales établies chaque fois que cela servait ses intérêts personnels. Henry Bolingbroke fut condamné à 10 ans d'exil, tandis que Thomas Mowbray fut banni à perpétuité. Pour Henry, ce châtiment fut dévastateur, car il le sépara de sa famille et de ses biens, tout en l'éloignant de la vie politique anglaise pendant les années les plus fastes de sa carrière. Cependant, la décision de Richard d'exiler les deux hommes plutôt que de les laisser combattre était peut-être motivée par la crainte que l'épreuve du combat ne donne un vainqueur incontestable, doté d'un prestige et d'une autorité accrue, menaçant potentiellement la position du roi. L'exil aurait pu rester un incident mineur si Richard avait fait preuve de retenue et de sagesse dans ses actions ultérieures. Cependant, sa paranoïa et sa nature vindicative l'ont conduit à prendre des décisions de plus en plus destructrices qui allaient finalement fournir à Henri la justification et l'occasion de retourner en Angleterre et de revendiquer le trône. La décision la plus catastrophique fut prise en février 1399, lorsque Jean de Gand, père d'Henri et oncle de Richard, mourut de mort naturelle au château de Leicester. Selon le droit et la tradition anglais, Henri aurait dû hériter automatiquement des vastes domaines de son père malgré son exil. Le duché de Lancastre était l'un des héritages nobles les plus importants et les plus précieux de l'Europe médiévale, comprenant des dizaines de châteaux, des milliers d'hectares et de nombreuses sources de revenus qui faisaient de son détenteur l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du royaume. Elle était accomplie, intelligente et avait été élevée au son des histoires de mariages royaux romantiques. Lorsque les négociations de mariage commencèrent entre la France et l'Espagne en 1679, elle s'imaginait en reine unifiant deux grandes puissances. Personne ne l'avait préparée à la réalité de Charles II. Le plus écœurant ? Tous les intéressés savaient exactement où ils l'envoyaient, mais la nécessité politique l'emportait sur la décence humaine la plus élémentaire. La première rencontre fut organisée avec toute la pompe dont la cour espagnole était capable.
Ils passèrent des semaines à préparer Charles, à concevoir des vêtements spéciaux pour cacher ses difformités, à l'entraîner à rester assis longtemps, et même à tenter de lui apprendre quelques mots de salutation clairs. Marie-Louise arriva dans un carrosse doré, vêtue à la française, ces dames d'honneur riant du mariage royal romantique qui les attendait. Puis les portes de la salle du trône s'ouvrirent. Des témoins racontèrent la suite dans un langage soigneusement codé, mais la vérité était sans équivoque. La jeune princesse jeta un coup d'œil à son futur époux et son corps s'éteignit. Elle ne s'évanouit pas avec grâce comme dans les romans d'amour, elle s'effondra complètement, son corps se figeant, nécessitant l'intervention de plusieurs médecins pour la réanimer. Lorsque Marie-Louise reprit enfin conscience, elle se retrouva prise au piège d'un cauchemar que l'immunité diplomatique ne pouvait résoudre. Le contrat de mariage était signé. Deux nations avaient misé leur honneur sur cette union. Des guerres avaient été menées pour bien moins que des fiançailles royales rompues. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le pire n'était pas la cérémonie de mariage où elle devait embrasser un homme dont la bouche était fermée. Ce n'était pas la nuit de noces, qui créa une toute nouvelle catégorie d'impossibilités. C'était la décennie de torture psychologique quotidienne qui suivit, à voir sa jeunesse et sa raison s'évaporer dans les salles soyeuses du palais. Les lettres que Marie-Louise tenta d'envoyer chez elle dépeignent un désespoir grandissant. La plupart furent interceptées par les autorités espagnoles, mais certaines survécurent, cachées dans des valises diplomatiques et des compartiments secrets. Elle écrivit qu'elle s'endormait en pleurant chaque nuit. Elle décrivit l'horreur des dîners d'État où elle devait s'asseoir à côté de Charles tandis que la nourriture lui coulait sur le menton. Elle supplia son oncle Louis XIV de trouver un prétexte pour la ramener chez elle. Mais le roi Soleil, qui était censé aimer sa nièce, accordait plus d'importance à l'alliance espagnole qu'à sa santé mentale. Ses lettres devinrent de plus en plus frénétiques, puis désespérées, avant de cesser complètement. L'adolescente pleine de vie qui avait enchanté Versailles devint un fantôme hantant les couloirs des palais espagnols. Le lit conjugal devint une affaire d'État, atteignant des niveaux d'absurdité qui relèveraient de la comédie s'il n'était pas aussi tragique. La cour espagnole, cherchant désespérément un héritier pour perpétuer sa lignée génétiquement décimée, soumit Marie-Louise à des examens médicaux mensuels qui la déclareraient publiquement apte à concevoir. Le problème que tout le monde connaissait sans pouvoir l'admettre était que Charles était incapable d'accomplir ses devoirs d'époux. Ses difformités physiques touchaient tous les aspects de son corps. La cour essaya tout, aphrodisiaque, prière de fertilité, et même l'intervention d'instructeurs pour instruire les indociles. Marie-Louise a tout enduré, sachant que son incapacité à engendrer un héritier était en quelque sorte sa faute aux yeux de la cour. Les violences psychologiques, déguisées en protocole royal, étaient incessantes. Marie-Louise n'était jamais laissée seule. Des dames d'honneur espagnoles, choisies pour leur loyauté envers la couronne plus que pour leur compassion, surveillaient ses moindres faits et gestes. Elle rapportait ses crises de larmes comme de l'hystérie féminine. Elle décrivait son refus de manger comme une spécialité française. Lorsqu'elle supplia de revenir en France pour une visite, elles diagnostiquèrent chez elle un attachement excessif à sa patrie. Le plus dérangeant était le gaslighting. Tout le monde autour d'elle insistait sur le fait qu'elle avait la chance d'être reine d'Espagne, mariée à un roi choisi par Dieu. Toute suggestion contraire était considérée comme une maladie mentale, voire pire, une trahison. À 26 ans, Marie-Louise était morte. La cause officielle était une inflammation intestinale, mais les circonstances étaient suffisamment suspectes pour que, des siècles plus tard, les historiens se demandent si elle avait été empoisonnée ou si elle avait simplement renoncé à la vie. Elle passa ses derniers jours dans le délire, appelant ses dames françaises, suppliant de rentrer chez elle, refusant toute nourriture et boisson espagnole. Certains témoins affirmèrent qu'elle avait été empoisonnée. D'autres insistèrent sur le fait qu'elle avait finalement succombé à la mélancolie qui la rongeait depuis son arrivée. Ce qui est indéniable, c'est qu'une jeune fille de 17 ans, en bonne santé, avait été détruite par une décennie passée à la cour d'Espagne, sacrifiée pour entretenir la fiction selon laquelle Charles II était un monarque capable de produire un héritier. Aujourd'hui, cela serait reconnu comme une grave maltraitance psychologique. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme interviendraient. La princesse aurait accès à une thérapie,
à une représentation juridique et à des stratégies de sortie. En 1679, ils ont qualifié cela de devoir royal et ont vu une adolescente dépérir dans des prisons de soie. La cour française, qui l'avait envoyée à ce destin, déplora publiquement son décès, tout en exprimant en privé son soulagement que cette situation embarrassante se soit résolue d'elle-même. La cour espagnole se mit immédiatement en quête d'une autre épouse, car la prochaine jeune femme réussirait sûrement là où Marie-Louise avait échoué. L'impossibilité génétique pour Charles de donner naissance à un héritier était encore moins acceptable que le coup humain de faire semblant du contraire. Marie-Louise échappa à la mort, mais la seconde épouse de Charles n'aurait pas cette chance. Tandis que Charles bavait sur son trône, un empire tout entier donnait la représentation théâtrale la plus élaborée de l'histoire, prétendant que son roi était compétent. L'empire espagnol, qui s'étendait des Amériques aux Philippines, était gouverné par un homme incapable de contrôler sa propre salive. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette dissimulation a nécessité plus de ressources que la plupart des guerres réelles. Il a fallu gérer non seulement la propagande interne, mais aussi les relations internationales, les négociations commerciales et les commandements militaires, tout en entretenant la fiction selon laquelle le personnage grotesquement handicapé sur le trône prenait les décisions. La campagne de propagande des portraits fut un chef-d'œuvre de tromperie artistique. La cour espagnole commanda au plus grand peintre d'Europe des images de Charles totalement dénuées de tout rapport avec la réalité. Les portraits officiels montrent une figure austère et majestueuse, dotée d'une mâchoire puissante et d'un regard perçant. Le véritable Charles ne parvenait pas à fixer son regard, et sa mâchoire semblait fuir son visage. Les artistes recevaient des instructions détaillées, minimiser la mâchoire, redresser les yeux, ajouter de l'intelligence à l'expression. Un peintre qui tentait un portrait réaliste a vu son atelier mystérieusement incendié. Le message était clair, la réalité était une trahison. Ces portraits furent envoyés aux quatre coins de l'Empire, accrochés dans les bâtiments gouvernementaux, les églises et les demeures nobles, créant un mensonge visuel auquel chacun était obligé de croire. Les apparitions publiques exigeaient une chorégraphie qui rendrait jalouses les productions cinématographiques modernes. Lorsque Charles devait comparaître devant ses sujets, la cour passait des semaines à se préparer. Des itinéraires spéciaux étaient conçus pour minimiser la marche. Des plateformes dissimulées étaient construites pour le maintenir à la bonne hauteur. Des serviteurs étaient postés à des points stratégiques pour le rattraper en cas de chute. Lors des processions de la Fête-Dieu, qui obligeait le roi à traverser Madrid à pied, on créa un système de soutien mobile dissimulé sous ses vêtements à un déambulateur déguisé en vêtements religieux. La foule acclamait son roi, ignorant qu'elle regardait une marionnette maintenue par des fils cachés. Mais attendez, il y a pire. La gouvernance de l'Empire était un jeu de dupes aux proportions historiques. Charles ne savait pas lire, ses lésions cérébrales rendaient toute pensée complexe impossible. Il ne savait pas écrire, sa motricité était trop altérée. Il pouvait à peine parler intelligiblement. Pourtant, malgré tout, des décrets royaux continuaient d'être publiés, des traités signés et des ordres donnés. Le Conseil d'État a mis au point un système élaboré, il présentait des options à Charles, qui pointait du doigt au grenier au hasard, et il interprétait cela comme une volonté royale. Les ministres sont devenus experts dans l'art de déchiffrer des gestes insignifiants. Un écoulement de salive à gauche signifiait « approuvé ». Une crise d'épilepsie pendant une discussion signifiait « ajourné ». L'Empire était littéralement dirigé par l'interprétation de fonctions corporelles involontaires. Les rapports secrets des ambassadeurs offrent un aperçu terrifiant de la réalité que chacun dissimulait désespérément. L'ambassadeur de France écrivit que rencontrer Charles était comme converser avec un cadavre qui tressaille par moments. L'envoyé anglais a décrit avoir vu Charles tenter de signer un traité, la main guidée par des ministres, tandis qu'il regardait dans le vide. Le nonce apostolique a rapporté que, durant leur audience, Charles s'était souillé, sans que personne ne le reconnaisse, la réunion se poursuivant comme si de rien n'était. Ces rapports, destinés uniquement à leurs gouvernements respectifs, révèlent le théâtre grotesque qu'était devenue la diplomatie internationale. Pourtant, publiquement, ces mêmes ambassadeurs devaient prétendre avoir affaire à un monarque compétent. Le coût financier de cette illusion était exorbitant.
Ils employaient des armées de serviteurs dont le seul travail consistait à gérer les apparences de Charles. Ils payaient des fortunes à des artistes pour de faux portraits. Ils soudoyaient des observateurs pour qu'ils rédigent des rapports flatteurs et finançaient des cérémonies élaborées pour détourner l'attention de la réalité de leur roi invalide. Pendant ce temps, l'Empire s'effondrait. Des territoires étaient perdus, car les commandements militaires mettaient des mois à être approuvés par un roi qui ne comprenait pas ce qu'était la guerre. Les accords commerciaux favorisaient les puissances étrangères, car les négociations exigeaient la présence d'un monarque. Le trésor espagnol, autrefois le plus riche du monde, était ponctionné pour entretenir un mensonge connu de tous, mais que personne ne pouvait reconnaître. La structure gouvernementale évolua vers une structure inédite, une bureaucratie entièrement conçue autour d'un chef d'État non fonctionnel. Les ministres développèrent leur propre gouvernement fantôme, prenant des décisions au nom du roi, tandis que Charles, assis dans ses appartements, jouait avec des jouets spécialement conçus pour ses capacités motrices limitées. Ils créèrent des documents élaborés pour justifier leurs actions, falsifiant des signatures royales et inventant des conversations fictives avec le roi. Les archives d'État de cette période sont essentiellement des exercices d'écriture créative, documentant des réunions qui n'ont jamais eu lieu, des décisions qui n'ont jamais été prises et des sagesses qui n'ont jamais été exprimées. Le gouvernement espagnol tout entier était devenu une opération de contrefaçon élaborée. Imaginez si les faux profonds existaient dans les années 1680, c'est essentiellement ce que l'Espagne faisait avec ses peintures et ses apparences soigneusement gérées. Aujourd'hui, on parlerait d'une crise constitutionnelle. Les médias exigeraient la transparence. Les experts médicaux insisteraient sur des tests cognitifs. L'opposition réclamerait l'abdication immédiate. Mais dans l'Espagne de Charles II, l'opposition disparut dans les cachots. Les médias furent réduits à des proclamations royales, et les experts médicaux qui disaient la vérité se retrouvèrent à exercer la médecine en exil. Un empire qui avait autrefois régné sur la moitié du monde était désormais gouverné par l'illusion collective selon laquelle leur roi, baveux, sujet aux crises et mentalement absent, était le représentant choisi par Dieu sur terre. Mais tous les spectacles de marionnettes devaient cesser, et le dernier acte de Charles serait sa performance la plus grotesque à ce jour. Lorsque Charles II mourut finalement à l'âge de 39 ans, les médecins royaux ouvrirent le corps de leur roi et découvrirent un corps qui n'aurait pas dû survivre à la naissance, et encore moins à 40 ans. L'autopsie commença à minuit le 1er novembre 1700, pratiquée à la lueur des bougies dans les entrailles du palais royal. Les médecins qui avaient menti pendant des décennies sur la santé de Charles furent enfin libres de faire la lumière sur la vérité. Ce qu'ils découvrirent défia l'entendement médical, même à une époque où l'on croyait à la théorie humorale. Le docteur Galen, médecin responsable, écrivit plus tard n'avoir jamais vu un corps humain aussi profondément corrompu par la nature. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le rapport d'autopsie était si troublant qu'il fut immédiatement classé secret défense et caché dans les archives du Vatican pendant des siècles. Dès l'ouverture du thorax de Charles, les médecins comprirent qu'il assistait à un événement sans précédent. Son cœur, qui aurait dû avoir la taille d'un poing, n'était pas plus gros qu'un grain de poivre, une chose ratatinée et noircie qui ressemblait plus à une figue séchée qu'à un organe vital. Fait troublant, il continuait à pomper du sang jusqu'à quelques instants avant sa mort. Le sang lui-même était une autre impossibilité. Au lieu d'un liquide normal, ils trouvèrent une substance épaisse comme de la cire fondue, noire et visqueuse, circulant dans ses veines comme du sirop. Un médecin se coupa accidentellement lors de l'examen et rapporta que le sang de Charles lui brûlait la peau. Des analyses modernes suggèrent que son sang était si chargé de toxines suite à une défaillance organique qu'il était devenu caustique. L'examen de son cerveau révéla pourquoi Charles avait été mentalement absent toute sa vie. Au lieu de tissu cérébral normal, ils découvrirent une masse décrite comme du pain gorgé d'eau. Il n'y avait presque pas de liquide céphalorachidien, son crâne était rempli d'une substance grise et pâteuse qui se désintégrait au toucher. Les médecins remarquèrent avec effroi clinique la présence de sections calcifiées, comme si des parties de son cerveau s'étaient pétrifiées de son vivant. Son hypophyse, responsable de la production d'hormones, était totalement absente. Ceci expliquait pourquoi Charles n'avait jamais connu une véritable puberté et pourquoi son corps était resté enfantin malgré ses 39 ans. Mais la situation est pire.
Ses intestins pourrissaient de son vivant. Les médecins ont découvert des fragments de tissu gangrenés dans tout son système digestif, et son estomac était rempli d'aliments non digérés provenant de repas pris quelques jours avant sa mort. Son corps avait perdu la capacité de métaboliser les nutriments. Son foie avait 4 fois sa taille normale, mais avait la consistance d'un pudding. Ses reins étaient ratatinés jusqu'à atteindre la taille d'un haricot, et sa rate s'était apparemment liquéfiée des années auparavant, seule une cavité subsistait là où elle aurait dû être. L'odeur était si forte que même les médecins habitués à la mort devaient quitter la pièce à plusieurs reprises. L'un d'eux a écrit que c'était comme si l'enfer lui-même avait élu domicile dans son corps. L'examen du squelette révéla l'ampleur de sa catastrophe génétique. Sa colonne vertébrale était tordue en 3 endroits, ce qui expliquait son incapacité à se tenir droit. Ses articulations des hanches étaient mal formées, pratiquement déconnectées de leurs orbites, il avait marché avec des hanches luxées toute sa vie. Sa célèbre mâchoire de Habsbourg n'était pas seulement prononcée, elle était grotesque, la mâchoire inférieure dépassait de 10 cm la mâchoire supérieure. Mais la découverte la plus troublante se trouvait dans son crâne lui-même. L'os était fin comme du papier par endroits, si fragile qu'il s'effritait au toucher. Des trous étaient visibles là où l'os ne s'était jamais correctement formé. Son crâne s'était pratiquement dissous de son vivant, ce qui expliquait les maux de tête et les crises d'épilepsie constants qui hantaient son existence. Les notes finales des médecins ressemblaient davantage à de l'horreur surnaturelle qu'à de la documentation médicale. Ils découvrirent des organes qui n'auraient pas dû exister, des lobes pulmonaires supplémentaires, des cavités cardiaques supplémentaires inutiles, et des formations tissulaires qu'ils ne purent identifier. Ces organes reproducteurs furent décrits comme entièrement infantiles et incapables de fonctionner. Ses testicules étaient noirs et durs comme de la pierre. Les médecins conclurent que Charles avait été plus un cadavre qu'un homme toute sa vie, maintenu en vie par ce qu'ils ne pouvaient que qualifier de force diabolique. Rappelons qu'il s'agissait d'hommes de science formés dans les meilleures écoles de médecine d'Europe. Leur conclusion fut que l'existence de Charles II défiait les lois naturelles. La médecine moderne confirme les découvertes de ces médecins. Charles II était génétiquement plus compromis que les souris de laboratoire spécialement sélectionnées pour la recherche génétique. Son coefficient de consanguinité de 0,254 était supérieur à celui des descendants d'un inceste entre frères et sœurs. Il possédait 2 copies de multiples gènes récessifs létaux, il souffrait d'un déficit combiné en hormones hypophysaires, d'acidose tubulaire rénale distale et d'un prognatisme mandibulaire si grave qu'il empêchait tout fonctionnement normal. Pourtant, il a survécu à tout cela pendant 39 ans, une impossibilité médicale, preuve que le corps humain peut être poussé jusqu'où la destruction génétique peut mener avant de finalement capituler. Le rapport d'autopsie était si inflammatoire que la couronne espagnole le nia immédiatement. Elle ne pouvait laisser entendre au monde qu'elle avait été gouvernée par ce qui était en réalité une expérience médicale ratée. Des copies furent détruites, les témoins réduits au silence et la cause officielle du décès fut l'épuisement dû au pouvoir. Mais certains médecins conservèrent des notes privées cachées dans les archives familiales, attendant le moment où la vérité pourrait éclater. Ces notes, découvertes des siècles plus tard, révélèrent un détail grotesque: lors du prélèvement des organes de Charles pour l'enterrer, son corps se décomposait, comme s'il attendait la permission de cesser de prétendre être humain. La mort de Charles ne marqua pas la fin, ce fut le début du conflit le plus sanglant d'Europe. Dès que le cœur déformé de Charles II cessa de battre, des centaines de milliers d'Européens commencèrent à marcher vers la mort, tout cela parce qu'une famille ne pouvait s'empêcher de se marier. Charles mourut sans héritier, car, bien sûr, il en avait un. Son corps était incapable de se reproduire. Ces mariages étaient un théâtre cruel, et chacun le savait. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. L'absence d'héritier n'était pas seulement une crise de succession, c'était l'étincelle qui a mis le feu aux poudres continentales, une guerre qui se préparait depuis des décennies. La guerre de succession d'Espagne allait faire plus de victimes que n'importe quel conflit européen avant les guerres napoléoniennes, et tout cela trouvait son origine dans le refus des Habsbourg de se marier avec des personnes ne faisant pas partie de leur patrimoine génétique. La crise de succession fut immédiate et catastrophique. Charles, dans l'un de ses rares moments de semi-lucidité, désigna Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV de France, comme son héritier.
cette décision probablement prise en pointant un portrait en bavant plaça soudain l'Empire espagnol entre les mains de la France. Le reste de l'Europe perdit la tête, l'Angleterre, l'Autriche, les Provinces-Unies, le Portugal et la plupart des États allemands déclarèrent immédiatement cette décision inacceptable. L'idée que la France contrôle le vaste empire espagnol était suffisamment terrifiante pour unir des ennemis naturels. Quelques mois après la mort de Charles, l'Europe se mobilisait pour la guerre. Le plus écœurant ? Tout le monde se disputait l'héritage d'un homme dont la destruction génétique avait été causée par de précédents conflits successoraux. L'ampleur de la guerre était sans précédent. Plus de 400 000 soldats périrent au combat, de l'Espagne à la Bavière, de l'Italie aux Pays-Bas. La bataille de Malplaquet à elle seule fit 30 000 morts en une seule journée, soit plus que la plupart des guerres médiévales en une année. Des villes furent assiégées et réduites à la famine, des régions entières dévastées par des armées vivant de la terre. Les Pays-Bas espagnols devinrent un charnier, l'Italie du Nord fut dévastée. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes, les décès de civils dus aux maladies, à la famine et aux massacres ont porté le bilan total à plus d'1 million de morts. Ce million de personnes ont péri parce que les Habsbourg préféraient épouser leurs nièces plutôt que de trouver des épouses convenables dans d'autres maisons royales. Le coût financier fut tout aussi exorbitant. La dette nationale de l'Angleterre quadrupla. La France dépensa tant qu'elle prépara sa propre révolution des décennies plus tard. L'Espagne, déjà épuisée économiquement par le maintien de la fiction de règne de Charles, se ruina en se battant pour son héritage. La République des Provinces-Unies ne retrouva jamais sa position économique dominante. Les petits États furent absorbés ou détruits. L'économie mondiale telle qu'elle existait en 1700 fut anéantie, routes commerciales perturbées, colonies changeant de main, industries entières détruites, tout cela parce qu'un homme génétiquement détruit mourut sans héritier. Son corps n'aurait jamais pu en produire un. Mais attendez, la situation empire. La guerre a transformé à jamais la politique européenne. La paix d'Utrecht de 1713 n'a pas seulement mis fin à la guerre, elle a dépecé l'Empire espagnol comme les médecins de Charles Quint avaient dépecé son corps impossible. L'Espagne a perdu ses possessions italiennes, ses territoires néerlandais, Gibraltar et d'importants droits coloniaux. L'empire que Charles Quint avait bâti grâce à des mariages stratégiques a été détruit par les conséquences génétiques de ces mêmes politiques matrimoniales. La France en sortit épuisée et humiliée, malgré une victoire théorique. L'Autriche gagna des territoires, mais perdit de l'influence. L'Angleterre s'imposa comme la puissance navale dominante, préparant le terrain pour son propre empire. Le principe d'équilibre des forces qui allait dominer la politique européenne pendant 2 siècles naquit des cendres du suicide génétique des Habsbourg. Les histoires humaines derrière ces statistiques sont encore plus terrifiantes. Des générations entières de jeunes hommes ont été détruites. Partout en Europe, des villages ont perdu tous leurs hommes âgés de 16 à 40 ans. Le siège de Barcelone a vu les civils manger des rats, du cuir, et finalement se déchirer entre eux. En Bavière, la politique de la terre brûlée a laissé des centaines de milliers de réfugiés affamés en hiver. La maladie a suivi les armées, le typhus, la dysenterie et la peste ont fait plus de victimes que les balles. Femmes et enfants ont été abandonnés à leur sort dans des paysages dévastés. Le tissu social européen a été déchiré. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les observateurs contemporains ont compris le lien. Les pamphlets de l'époque imputaient explicitement la responsabilité de la catastrophe à la malédiction de la consanguinité, considérant la guerre comme une punition divine pour les mariages contre nature des Habsbourg. Les répercussions se sont poursuivies pendant des siècles. La guerre de succession d'Espagne a redessiné la carte de l'Europe, établi de nouvelles dynasties et suscité des griefs qui ont alimenté de futurs conflits. Elle a démontré qu'une défaillance génétique au sommet pouvait détruire des civilisations entières. La dynastie des Bourbons, qui succéda aux Habsbourg en Espagne, instaura immédiatement des règles interdisant les mariages rapprochés. D'autres maisons royales européennes révisèrent discrètement leur politique matrimoniale. L'ère des mariages entre oncles et nièces prit fin avec l'autopsie de Charles II, mais le mal était fait. 1 million de personnes périrent, les économies furent anéanties et l'Empire espagnol ne retrouva jamais sa gloire passée.
Tout cela parce qu'une famille pensait que son sang était trop pur pour être dilué avec des étrangers. Imaginez si le refus d'une famille d'utiliser Tinder avait conduit à la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément ce qu'a accompli la consanguinité des Habsbourg. Aujourd'hui, nous disposons de conseils génétiques, de lois contre l'inceste et de connaissances biologiques de base. Nous regardons le passé et nous nous demandons comment ils ont pu être aussi stupides. Mais la vérité est plus troublante, ils le savaient. Les Habsbourg savaient que les mariages serrés produisaient des enfants abîmés. Ils en ont constaté la preuve à chaque génération. Ils ont préféré le pouvoir à la biologie, la politique à la santé, la pureté dynastique à la décence humaine. Charles II n'était pas un accident. Il était le résultat inévitable de siècles de choix délibérés. Son corps détruit déclencha une guerre qui remodela le monde, tout cela parce que ses ancêtres croyaient que leur sang était trop précieux pour être partagé. L'Empire espagnol, qui prétendait autrefois que le soleil ne se couchait jamais sur ses territoires, avait commis un suicide génétique et emporté avec lui une grande partie de l'Europe. Le soleil s'était enfin couché, et il s'était couché dans une mare de sang, tiré par l'épée de l'inévitabilité biologique. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple, que se passe-t-il lorsque le pouvoir se multiplie littéralement? Vous connaissez désormais la réponse, et elle est plus terrifiante que n'importe quelle fiction ne pourrait la décrire. Charles II d'Espagne n'était pas seulement une curiosité médicale ou une note historique. Il était l'incarnation vivante de ce qui se passe lorsque l'arrogance humaine défie les lois fondamentales de la biologie, son cœur en grains de poivre, son cerveau liquéfié, son corps qui défiait toute explication médicale. Ces tragédies n'étaient pas fortuites, elles étaient le résultat mathématiquement inévitable de générations de Habsbourg traitant le mariage comme une fusion d'entreprises dont ils étaient les seuls actionnaires. Mais voici ce qui devrait vraiment vous tenir éveillé, il ne s'agissait pas d'histoire ancienne ni d'ignorance médiévale. Les Habsbourg avaient accès à la meilleure éducation, aux meilleurs médecins et à des siècles de preuves que leur mariage produisait des monstres. Ils le savaient, et ils le firent quand même. Ils ont privilégié le pouvoir à l'humanité, la dynastie à la décence, et ont créé un roi si génétiquement détruit que son existence a réécrit les manuels de médecine. Ils ont fait croire à tout un empire que c'était normal. Pensez à votre pire réunion de famille, les conversations gênantes, l'oncle bizarre, le cousin qui n'arrête pas de parler de crypto-monnaie. Imaginez maintenant que vous soyez légalement obligé d'épouser ce cousin, et que vos enfants soient légalement obligés d'épouser leur cousin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre arbre généalogique ressemble à un poteau téléphonique familial. C'est ce que les Habsbourg se sont infligés à eux-mêmes, volontairement, systématiquement, pendant des siècles. Ils ont transformé la diversité génétique en dévastation génétique. Et la facture est tombée sous la forme de Charles II, un homme dont l'existence même était un affront à la nature. Le monde moderne aime à penser que nous sommes au-delà de telles horreurs, nous disposons de conseils génétiques, de lois contre l'inceste, de connaissances biologiques élémentaires. Mais la leçon de Charles II ne concerne pas seulement la génétique, elle concerne ce qui se passe lorsque le pouvoir s'isole de la réalité. La cour espagnole a créé un univers parallèle où son roi, baveux et sujet aux crises d'épilepsie, était compétent. Elle a dépensé des fortunes pour entretenir le mensonge. Elle a anéanti quiconque reconnaissait la vérité. Elle a mené une guerre continentale plutôt que d'admettre que son monarque de droit divin était une impossibilité médicale. Cela vous dit quelque chose? Les mécanismes sont peut-être différents, mais la capacité humaine à l'illusion collective au service du pouvoir reste inchangée. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez de votre héritage génétique ou peut-être êtes-vous trop petit, perdez-vous vos cheveux, digérez-vous mal le lactose, prenez un moment pour être reconnaissant. Soyez reconnaissant que vos parents n'étaient pas frères et sœurs. Soyez reconnaissant que votre cœur soit plus grand qu'un grain de poivre. Soyez reconnaissant de pouvoir mâcher votre nourriture, marcher sans aide et exister sans un empire entier qui prétend que vous êtes normal. Soyez reconnaissant que votre arbre généalogique soit ramifié plutôt qu'une ligne droite. Charles II passa 39 ans prisonnier d'un corps en rébellion active contre sa propre existence, tout cela parce que ses ancêtres estimaient leur sang trop pur pour se mêler à celui du commun des mortels. L'Empire espagnol, qui régnait autrefois sur la moitié du monde, s'autodétruisit de l'intérieur,
non par une défaite militaire ou un effondrement économique, mais par un suicide génétique systématique. Il s'auto-consomma, entraînant avec lui des millions de personnes lorsque l'inévitable crise de succession déclencha une guerre continentale. Cela nous rappelle que la biologie ne se soucie pas de vos titres, de votre fortune ou de votre droit divin à gouverner. L'ADN est démocratique, il détruira les rois aussi efficacement que les paysans si on lui en donne l'occasion. Les Habsbourg lui ont donné toutes leurs chances. Charles II en fut le résultat. Aujourd'hui, Charles II est un avertissement de l'histoire, un rappel grotesque de ce qui se produit lorsque l'arrogance humaine rencontre la réalité biologique. Son portrait est exposé dans les musées, la version peinte flatteuse représentant un roi normal plutôt que la catastrophe génétique baveuse qu'il était. Les touristes passent devant sans se douter qu'ils sont face à l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous connaissez les mariages oncle-nièce, le cœur en grains de poivre, l'illusion de l'empire, et le million de personnes mortes parce qu'une famille n'a pas pu s'empêcher de se marier. Vous savez ce que votre professeur d'histoire ne vous a pas dit, parfois, la force la plus destructrice de l'histoire humaine n'est ni la guerre, ni la peste, ni les catastrophes naturelles. Parfois, c'est simplement le pouvoir qui refuse de se regarder dans le miroir. Si cette histoire vous a perturbé, tant mieux. Elle devrait l'être. Si elle vous a rendu reconnaissant d'avoir une génétique normale, c'est encore mieux. Et si elle vous a fait réfléchir à la façon dont les structures de pouvoir modernes entretiennent leurs propres illusions, alors vous avez retenu la véritable leçon de Charles II, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et le schéma rythmique du pouvoir se protégeant à tout prix reste d'une constance déprimante. Merci de m'accompagner dans ce voyage à travers l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions ci-dessous, et n'oubliez pas, votre famille étrange est tout à fait normale comparée aux Habsbourg.